Bonjour à tous. C'est avec ce très joli lever de soleil sur le Rio del Plata, c'est le fleuve qui borde Buenos Aires, que je vous retrouve pour cette vidéo spéciale Crématogaster Celerata. Un ami de passage à Buenos Aires et passionné par cette espèce participera à cette vidéo. C'est parti. Bonjour Jérémy. Bonjour JMent, bonjour à tous et bonjour à tes abonnés. Effectivement, depuis que j'ai ouvert ma chaîne en décembre, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Alors Jérémy, tu passes avec moi quelques jours à Buenos Aires et je sais que ta passion, ce sont les crématogastères. C'est l'espèce que tu connais le mieux. Oui, je connais très bien les trois espèces françaises, donc les Scutellaris, les Auberti et les Sordidula. Mais je suis très heureux de découvrir cette espèce d'Argentine, la Celerata, qui ressemble beaucoup à l'Auberti d'ailleurs, à la différence que l'Auberti est hygrophile. Alors je rappelle que hygrophile veut dire d'une espèce qu'elle a besoin de beaucoup d'eau. Alors effectivement, pour l'avoir observé, la Celerata n'aime pas trop l'ambiance humide. D'ailleurs, comme la Scutellaris, qui n'aime pas également les ambiances humides. Alors je suis très heureux que tu participes à cette vidéo, car tu vas pouvoir me donner ton avis sur mon aire de fourragement. Ensuite, nous allons ensemble expliquer comment réussir le déménagement de l'aire de fourragement à la nouvelle fourmilière que j'ai créée. Alors pour ceux que ça intéresse, allez voir le tuto que j'ai fait dessus. Je trouve en effet qu'elle a été très intéressante d'ailleurs. Et enfin, je trouve que ce serait sympa que nous fassions un résumé de ce que nous avons appris sur cette espèce, justement, la Celerata. Eh bien écoute, avec plaisir, c'est parti. Donc, tu as de la chance déjà d'avoir deux colonies. C'est une espèce en effet assez difficile à trouver en France. C'est vrai qu'elle est dans le sud de la France principalement, et si on veut trouver une gine dans la nature, c'est pas si évident que ça. Oui, surtout c'est une espèce quand même assez particulière, je t'en parlerai. Mais alors, tu vois ici, il y a des jonctions où tu as... Je les ai fait avec du scotch. Voilà. Parce que je n'aime pas le coton. Oui, mais le problème du scotch, c'est que parfois, au bout d'un certain temps, il a tendance à se dégrader, et là, elles peuvent se sauver. C'est pas faux. Voilà, donc ce serait peut-être bien de mettre de l'anti-évasion. Et si tu veux continuer à utiliser le scotch, moi je préfère utiliser de la mousse. Tu peux trouver ça sur Foam Me Home, sur la page tube d'élevage, et tu as des mousses de 15 mm ou 18 mm pour les jonctions des tubes. Ok, alors par contre j'ai une question à te poser. Sur les deux colonies, ici la première, j'avais posé le tube de fondation ici, Oui. et dans la nuit elles ont tout de suite déménagé dans cet autre tube où moi bien sûr j'ai mis du bois dedans pour qu'elle soit comme à l'état naturel, et le couvain a été déménagé tout de suite dans la nuit. Pourquoi sur cette colonie-là, le couvain, la colonie est toujours ici et n'a pas déménagé dans le bois que j'ai mis ici dans cet autre tube de fondation? Alors ça c'est un problème classique d'hydrométrie, tout simplement en fait. Tu vois ici il y a quand même beaucoup d'eau dans cette poche. Je pense que c'est un environnement qui est encore pour l'instant trop humide. Ah. Voilà, donc c'est peut-être pas encore assez propice pour elle déménager. En revanche ici tu vois, beaucoup moins. Voilà, c'est même presque. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué aussi, mais bon, ça paraît assez humide, mais je pense que c'est beaucoup moindre par rapport à ici en fait. Ok, merci beaucoup. De rien. Très bien Jérémy, et maintenant qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil pour bien réussir le déménagement? Alors, déjà, combien d'ouvrières as-tu dans chaque ADF? Alors, dans cet ADF, une vingtaine, Oui. et maintenant, qui se balade à l'intérieur, une quarantaine ici. Waouh, donc c'est en fait Lisa que tu as appelée donc la reine. Oui, écoute, c'est évidemment donc Lisa que tu feras déménager vers la fourmilière, sachant que 40 est le minimum d'ouvrières nécessaire C'est pour vrai être que sûr. 40, je suis un petit peu juste. Voilà, Enfin, oui, pour être sûr que la reine va continuer à pondre, hein, donc ça c'est important. Ton nid est très bien adapté hein, ici, donc avec donc cette surface de 10 par 15 avec 5 mm de profondeur, c'est vraiment très bien adapté pour ta colonie de crématogaster. Hein. Avant de faire un gros plan sur ma colonie et son couvain, je vous montre la naissance de ma première ouvrière. J'avais pris le temps, au mois de février dernier, de la filmer. Ma gine prenait à ce moment-là le prénom de Lisa. Voilà, zoom sur Lisa, la reine, son couvain et une partie de sa colonie. Alors si vous observez bien, on peut voir déjà une très belle physogastrie. Juste une parenthèse, donc la physogastrie, c'est la dilatation de l'abdomen. Hein. Donc ça montre que, là on voit bien, elle est bien éclairée, que la reine est en bonne santé et qu'il y a une accélération de la ponte. Exactement. Si vous observez bien aussi, elle sépare, comme toutes les crématogastères,
le couvain selon l'évolution. Alors pour l'avoir observé, il m'a fallu de l'œuf à l'imago quand même 60 jours. Juste aussi, pas parenthèse ici, l'imago, c'est la forme définitive de l'adulte. Et donc, pour en gros résumer, on va dire que quand on dit de l'œuf à l'imago, c'est de l'œuf au réveil de la nymphe. Bien sûr, j'ai pu observer, comme toutes les crématogastères, que la Scelerata faisait vibrer son gastre au-dessus de sa tête et fait perler au bout de son aiguillon une petite goutte d'acide acétique qu'elle projette sur ses ennemis. Ça, c'est exactement pareil. Tout à fait. Et bien maintenant, nous allons passer, Jérémy, au déménagement. On va donner quelques conseils. C'est parti. Jérémy, c'est parti, nous allons faire déménager notre colonie. Alors pour moi, c'est très important qu'elle ne soit pas stressée. Donc elle peut mettre plusieurs jours pour déménager, ça ne me pose aucun problème. Par contre, j'attends le bon moment pour le faire. C'est-à-dire que dans le tube de fondation, je vais attendre que la réserve d'eau soit à sec. Je vais quelques jours avant enlever le deuxième réservoir d'eau et je ne vais abreuver les fourmis simplement avec un petit morceau de coton-tige que j'ai coupé, que je mouillerai matin et soir. Et surtout, je ne vais pas jeter tout ce qui est à l'intérieur de l'aire de fourragement. En effet, c'est indispensable de garder tous les lichens et les distributeurs de nourriture, car ils sont bourrés de phéromones. Donc, on va les transvaser dans la nouvelle aire de chasse pour que les fourmis puissent se sentir dans un environnement familier. Exactement, Jérémy. Alors, par contre, j'ai branché là, dans la nouvelle fourmilière, un réservoir d'eau, branché directement à l'aire de chasse, bien sûr. Nous allons mettre un deuxième réservoir d'eau, alors là c'est un petit, de 10 cm par 10 de diamètre, 10 mm de diamètre. Et nous allons le mettre à l'intérieur également, quand même, pour les inciter à venir, sachant qu'il n'y a pas d'eau dans l'aire de fourragement actuellement. Ensuite, nous allons humidifier simplement un petit côté. La crématogastère n'aime pas trop l'eau. Donc nous allons mettre juste un tout petit peu d'eau dans ce réservoir-là. Ensuite, nous allons faire le noir. Nous allons fermer. Et nous allons chauffer à l'opposé de l'endroit où nous avons mis l'eau, avec une petite chaufferette qui se casse et qui pose là. La crématogastère adore la chaleur, donc ça l'incitera encore plus à venir. Et ensuite, Jérémy, tu vas prendre un petit pinceau, une petite balayette, la pince, et nous allons mettre tout ça à l'intérieur de l'aire de chasse, et nous allons brancher. Également, on va mettre donc de l'anti-évasion. Très important, bien sûr. Tout autour des extrémités et à l'intérieur aussi, afin que les fourmis ne s'évadent pas. Je pense qu'on va en mettre un tout petit peu dans la rigole, parce également, que les crématogastères sont, dès qu'elles sont un petit peu en nombre, elles cherchent tout de suite à s'évader. Et bien c'est parti. Et voilà, Jérémy, il ne me reste plus qu'à filmer maintenant ma colonie dans sa nouvelle fourmilière. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé donc de ce que nous avons pu apprendre sur cette Scelerata ? Alors, on a fait beaucoup de recherches et n'avons pas trouvé grand-chose. Non, vraiment pas grand-chose. Oui, il n'y a que en fait cette partie-là qui concerne la première fois où elle a été répertoriée, donc par Félix Sanchi en 1917. Sinon, à part ça, donc on a la photo à l'échelle, donc je la fais un peu plus grosse, voilà. Donc c'est bien celle que nous avons, donc jusque là tout est bon. Je suis allé aussi sur un autre site où j'ai pu voir où on l'a trouvé, donc en rouge ici l'Argentine, juste au-dessus le Paraguay et au Brésil. Voilà, là c'est la zone d'Amérique du Sud sur laquelle elle est le plus souvent trouvée. Mais c'est vrai que sur YouTube on n'a pas trouvé grand chose, alors j'invite tous mes abonnés, si vous trouvez quelque chose, des vidéos ou quelque chose sur Google, envoyez-moi le lien, ça m'intéresse beaucoup.
Eh bien, merci beaucoup, Jérémy, d'avoir participé à cette vidéo. Mais je crois que il y a quelques jours, tu es parti à un endroit et tu nous as réservé une petite surprise. Tout à fait. Alors j'ai beaucoup pensé à toi, hein, JMent, et puis à toute ta communauté. J'ai essayé de prendre quelques clichés de fourmis. Alors, où est-ce que tu es parti? Alors Montre-nous Buenos Aires. Nous sommes actuellement, voilà, c'est le point B, donc en Argentine. Tu peux agrandir un peu? Excuse-moi, ouais, je vais grandir. Voilà, hop, on grandit. On a grandi. Alors, donc au-dessus. Agrandis encore un peu pour qu'on situe bien Buenos Aires. Alors, Buenos Aires, ça se trouve ici. Voilà. Donc, Buenos Aires, c'est le point B. Voilà, là on voit super. En Argentine. Au-dessus, on voit le Paraguay. Exact. Et dans cette partie qui est ici, c'est le Brésil. Et toi, tu es parti où alors? Alors moi, je suis allé. On voit ici que l'Argentine monte jusqu'ici. 2 heures d'avion à peu près. Voilà, exactement. Et là où se chevauchent finalement les 3 frontières, il y a une chute qui s'appelle les chutes d'Iguassou. Et c'est donc des chutes merveilleuses. C'est pour ça que je suis allé les voir. Elles sont considérées, avec les chutes Victoria en Afrique, comme les plus belles du monde. 2,5 km de chute d'eau. Et là, j'ai pu faire donc quelques clichés et de vidéos d'ailleurs aussi de fourmis étonnantes. Franchement, j'espère qu'elles vous plairont. Eh ben écoute, Jérémy, c'était super sympa de faire cette vidéo avec toi. Je te souhaite bon retour en France. Ciao, ciao. Bisous à tous. Mon doigt est à 1 cm de la fourmi. Voilà, tu vois la taille de la fourmi. Une chose énorme là. J'en reviens pas. T'aurais dû parler avec le téléphone, mon cap, parce que tu pourras pas lui envoyer. Magnifiques images. Nous sommes 48 heures après et la première ouvrière vient de découvrir la réserve d'eau. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre le couvain. Magie de la vidéo, nous sommes 48 heures après, 7 heures du matin, et à ma grande surprise, le couvain n'est plus là. Alors, dans l'aire de fourragement, rien à signaler. Tube de jonction, rien à signaler, pas de couvain. Aire de chasse, toujours pas de couvain. Dans la réserve d'eau, pas de traces de fourmis, pas de couvain. Et encore plus fort, dans la fourmilière, quelques ouvrières qui se baladent, mais pas de couvain non plus. Alors la solution, c'est que mesdemoiselles ont décidé de mettre le couvain et de s'installer dans le tube de jonction, le tube qui relie l'aire de chasse à la fourmilière. Voilà, elles sont bien, je ne vais pas les déranger, j'ai tout mon temps, je sais qu'elles vont déménager dans les galeries dans les jours qui arrivent, ou dans les semaines, ça ne me pose aucun souci. Voilà, je vous donnerai bien sûr des nouvelles de Lisa et de sa colonie dans mes prochaines vidéos. Et c'est sur cette conclusion que je vous dis à très bientôt. Ciao!